Pourtant, elle était le genre de femme qui offrait le peu qu'elle possédait, laissant du pain rassis et du café tiède aux vétérans qui passaient. Un matin de novembre orageux, alors qu'elle sortait sur sa véranda, elle remarqua un amas près de la clôture arrière. 3 garçons chétifs, blêmes, trempés jusqu'aux os, se blottissaient sous une couverture en loques. Ils ne s'exprimaient pas, fixaient seulement de leurs prunelles vides. Béatrice ne posa pas d'interrogation. Elle dit simplement « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois, les enfants ?» Ce fut l'instant où la demeure silencieuse de Magnolia Street ne fut plus jamais silencieuse. Les garçons étaient frères, unis par le sang et les cicatrices. Marcus, environ 12 ans, se tenait droit pour son âge, une dent ébréchée apparaissant chaque fois qu'il serrait la mâchoire. Il était farouche, protecteur. Thomas, 9 ans, demeurait muet, ses yeux perçants balayant la pièce comme quelqu'un qui s'attend constamment au péril. Benjamin, le plus jeune, 6 ans, suçait encore son pouce et ne prononça pas un mot pendant des mois. Béatrice leur accorda sa propre chambre et s'installa elle-même dans le petit réduit du fond. Elle allongeait le bouillon avec de l'eau, rafistolait des chaussures avec des morceaux trouvés dans les friperies et priait pour que la facture de gaz ne dépasse pas son salaire. Quand les voisins chuchotaient « Pourquoi garde-t-elle ces pauvres petits blancs ?» Béatrice tenait la tête haute et répondait « Les enfants ne choisissent pas leur couleur, ils ont juste besoin que quelqu'un les chérisse. » À partir de ce jour, la demeure des Henderson vécut à nouveau du tumulte des garçons. L'existence n'était pas simple. Marcus rentrait à la maison ensanglanté après avoir frappé un homme qui avait insulté Béatrice devant l'épicerie. Béatrice ne cria pas, elle banda délicatement ses jointures meurtries et murmura « La haine est bruyante, fils, mais l'amour crie plus fort. » Thomas fut pris en train de dérober une fois. Béatrice ne le châtia pas avec colère, elle le fit asseoir, lui parla de dignité et lui enseigna que survivre ne devait pas signifier avoir honte. Et Benjamin, qui n'avait pas parlé si longtemps, trouva peu à peu sa voix. Il se mit à fredonner avec Béatrice et, plus tard, resta à ses côtés à l'église, récitant des versets d'une voix tremblante. Il guérissait, pas parfaitement, pas rapidement, mais avec de l'affection. Quand les garçons atteignirent l'adolescence, la santé de Béatrice commença à décliner. Le diabète et l'arthrite la ralentissaient, mais elle refusait de se lamenter. Les garçons, désormais plus robustes, prenaient des petits emplois. Tondre des pelouses, empiler des rayonnages, n'importe quoi pour contribuer aux factures. Puis, un par un, la vie les éloigna. Marcus s'engagea dans la marine, toujours agité et avide de but. Thomas partit pour Atlanta, à la recherche d'emploi et d'une vie meilleure. Et Benjamin, le discret, le réfléchi Benjamin, obtint une bourse pour l'université de Géorgie à Athens. Le premier de leur famille, comme Béatrice aimait s'en vanter. Le matin de son départ, Béatrice lui prépara des sandwichs, le serra fort et murmura « Peu importe où tu vas dans ce monde, Benjamin Henderson, tu es à moi, et je t'aimerai éternellement. » Les années s'écoulèrent, et Béatrice se retrouva à marcher plus lentement, ses articulations raidies par l'âge et la maladie. La demeure qui avait autrefois résonné de rire semblait désormais creuse, emplie seulement de souvenirs. Un après-midi gris, Béatrice enfila son châle et emprunta son chemin habituel vers la pharmacie locale pour chercher ses médicaments. La rue sentait la pluie et l'essence, et Béatrice serrait fort sa petite bourse. Juste au moment où elle atteignait les marches de la pharmacie, le chaos éclata. Un promoteur immobilier bien connu chancela, le visage blême, avant de s'effondrer sur le trottoir. Les gens crièrent à l'aide, tandis que Béatrice restait figée, stupéfaite. Les ambulanciers accoururent, s'activant frénétiquement, mais en quelques minutes l'homme fut déclaré mort. Plus tard, les analyses révélèrent du fentanyl dans son organisme. Les caméras de surveillance ne montraient que Béatrice à proximité pendant ces minutes cruciales, et lorsqu'une boîte de pilules disparut des étagères de la pharmacie, le soupçon s'abattit sur elle comme un nuage sombre. Pas de mobile, pas d'empreinte, rien pour la lier au crime si ce n'est les circonstances. Pourtant, pour la police, l'histoire était trop évidente. Une femme noire pauvre, un homme blanc riche mort, et un récit qui collait parfaitement à leurs attentes. Ainsi, sans la moindre preuve réelle, Béatrice Henderson fut arrêtée. Le palais de justice du comté de Chatham paraissait plus glacial que n'importe quelle cellule. Béatrice était assise à la table de la défense, ses mains tremblantes, son avocat parlant à peine pour elle.
Le procureur la traita de voleuse, de menteuse, de femme n'ayant rien à perdre. Le jury fut d'accord. Aucun fils en vue, aucune famille pour témoigner pour elle. Lorsque le verdict de culpabilité fut lu, Béatrice baissa la tête et pria. « Seigneur, si mon heure est venue, veille sur mes garçons. » La sentence vint ensuite. Le marteau du juge était prêt à frapper. La prison à vie, peut-être la mort. Avant que le marteau ne tombe, une voix s'éleva, pleine d'urgence, semblant ébranler le bois même de la salle. « Votre honneur, si je puis me permettre. » Les têtes se tournèrent. L'huissier se raidit. Du fond de la salle, un grand homme en costume gris s'avança. Ses épaules étaient droites, sa barbe soignée, mais c'étaient ses yeux qui attiraient tous les regards, des yeux pleins de fureur et de douleur, des yeux qui portaient des années de gratitude muette. « Je m'appelle Benjamin Henderson, » dit-il, sa voix portant. « Elle n'a pas fait ça, elle ne pouvait pas. » Le juge leva un sourcil, visiblement agacé par l'interruption. « Et qui êtes-vous pour parler ici ?» Benjamin avala sa salive, sa voix vacillant avant de se raffermir. « Je suis le garçon qu'elle a sauvé de la mort dans une ruelle, le garçon à qui elle a appris à lire à la lueur des bougies quand personne d'autre ne s'en souciait. Je suis le fils qu'elle n'a pas mis au monde, mais qu'elle a élevé avec tout ce qu'il lui restait. Et je ne laisserai pas qu'on la condamne pour quelque chose qu'elle n'a jamais fait. » Des exclamations parcoururent la salle, des chuchotements s'élevant. Le juge se pencha en avant. Benjamin sortit de sa poche une clé USB avec des mains tremblantes. « Et j'ai une preuve. » Il la tendit à l'huissier. Quelques instants plus tard, l'écran s'illumina, montrant des images plus claires que celles que le jury avait vues. La salle retint son souffle en découvrant la vérité. Ce n'était pas Béatrice, mais le neveu du pharmacien, glissant quelque chose dans la boisson de la victime bien avant que Béatrice n'apparaisse à l'écran. La salle s'exclama, cette fois plus fort, l'incrédulité et le choc perçant le lourd silence. Le juge suspendit l'audience et la salle explosa en murmures. Les jurés échangèrent des regards inquiets. Le procureur feuilletait ses papiers d'une main tremblante et les spectateurs chuchotaient. En quelques minutes, la vérité se dévoila. Béatrice était innocente, les preuves indéniables. Le marteau frappa de nouveau, cette fois non pas pour condamner, mais pour libérer. Quand Benjamin revint à la table de la défense, il avança rapidement, comme si des années de distance s'étaient effondrées en un seul instant. Il courut vers elle, tomba à genoux devant la femme frêle qui lui avait tout donné, et serra ses mains tremblantes comme s'il s'accrochait à la seule vérité qui ait jamais compté. « Tu ne pensais pas que je t'aurais oublié, maman, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, la voix brisée par l'amour et le soulagement. Pour la première fois depuis le début du procès, le masque de Béatrice se brisa. Des larmes coulèrent sur ses joues, sa voix éclata en sanglots de gratitude et d'incrédulité, tandis que toute la salle se leva en applaudissements tonitruants autour d'eux. Quelques jours plus tard, sa véranda vécut de nouveau. Les voisins ralentissaient leur voiture pour voir la vieille demeure des Henderson, autrefois silencieuse, désormais vibrante de voix et de rires. Pour la première fois depuis des années, les pas de Béatrice semblaient plus légers en voyant les visages familiers de ses garçons revenir l'un après l'autre. Marcus arriva directement du déploiement, encore en uniforme de marine, son étreinte assez forte pour la soulever du sol. Les années de combat l'avaient endurci, mais dans ses bras, il redevint son fils. Thomas conduisit depuis Atlanta, apportant un bouquet de fleurs d'une station-service, l'étreignant comme s'il avait 9 ans à nouveau et murmurant des excuses pour les années d'absence. Et Benjamin ne quitta jamais son côté, veillant sur elle, déterminé à rattraper chaque kilomètre et chaque instant perdu. Ils s'assirent à la même vieille table de cuisine, où d'innombrables repas avaient été partagés, emplis de l'odeur du pain de maïs et du thé glacé. Béatrice remuait les casseroles sur le poêle pendant que ses fils se disputaient joyeusement pour savoir qui ferait la vaisselle, le bruit des assiettes se mêlant aux éclats de rire qui semblaient effacer des années de douleur. Plus tard dans la nuit, quand la demeure se calma et que seuls les grillons chantèrent dehors, Béatrice se tint aux côtés de Benjamin sur la véranda. L'air de la nuit était frais, les étoiles éparpillées au-dessus d'eux. Elle s'appuya sur la rambarde, sa voix douce mais sûre quand elle murmura « Tu m'as sauvé la vie, fils !» Benjamin se tourna vers elle, les yeux humides sous la lune, et secoua la tête. « Non, maman, c'est toi qui m'as donné la mienne, je n'ai fait que te rendre un peu. L'amour ne vient pas toujours de liens de sang ou de peau partagée,
Parfois, il vient d'enfants brisés et de la foi empruntée d'une femme. Et parfois, si tu as beaucoup de chance, il te revient sous la forme d'un miracle de tribunal. Si tu étais à la place de Benjamin, serais-tu entré dans cette salle d'audience pour défendre la femme qui t'a élevé? Et si tu étais Béatrice, que signifieraient pour toi ces mots après toutes ces années? Partage tes pensées dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que tu aurais fait. Si tu as aimé cette histoire, mets un like et abonne-toi à Stories That Matter pour d'autres récits émouvants.